vous avez publié aux éditions LOL L'énigme des maîtres. C'est un ouvrage qui a été écrit à quatre mains. Dites-moi un peu quel a été le rôle de chacun. Bon, tout d'abord, je voudrais vous dire que ce livre est un roman, qu'il est surtout facile et agréable à lire. C'est une œuvre imaginaire, cependant, fondée sur de la documentation, tant artistique, historique, scientifique ou philosophique, qui nourrit l'intrigue. Pour répondre à la question, je reconnais que l'idée d'un roman fut la mienne. En effet, à partir d'une collection de tableaux sur laquelle apparaissait la pose particulière des doigts que m'avait fait remarquer Frédéric Béatrix sur les réseaux sociaux, je lui ai proposé que cette position lie des personnages à travers l'énigme d'une société secrète, se transmettant un message depuis la Renaissance. Au début, Frédéric m'a apporté de la documentation que j'ai complétée, tout en rédigeant sur un fichier commun le synopsis sur lequel nous avions convenu de développer l'énigme. Je vous passe les heures et les jours de recherche minutieuse que nous avons dû mener. De concert, nous avons fait évoluer le récit par nos critiques respectives jusqu'au chapitre 9, le voyage à Prague. Solange, s'il existait une lignée cachée de maîtres spirituels à travers l'histoire, parce que c'est un peu ce qu'on comprend dans votre ouvrage, de qui pourrait-il s'agir? L'idée d'une lignée cachée de maîtres spirituels à travers l'histoire évoque une chaîne discrète de sages, gardiens d'une sagesse ésotérique, transmise oralement ou initiatiquement, loin des religions officielles. Dans le roman, on a choisi une chaîne mystique d'intellectuels rationalistes, fondée par Hypatie d'Alexandrie, mathématicienne et philosophe martyrisée pour son hérésie païenne. Elle aurait inspiré Marcille Ficin, qui, sous les Médicis, à Florence, ressuscite le platonisme antique contre les dogmes. Michel de Montaigne en hérite, inventant l'introspection laïque. Baruch Spinoza la transpose en éthique. Isaac Newton, via la Royal Society, intègre ses secrets alchimiques. Cette lignée clandestine face aux inquisitions viserait un humanisme mesuré, alliant spiritualité et science. Elle incarne l'anti-fanatisme, où la raison peut ainsi révéler le divin. Comme on le propose à travers cette société Mansoura, il s'agit toujours de contributeurs à la reconnaissance de l'intelligence sous toutes ses formes, dans une optique humaniste, et de promouvoir dans un esprit de respect et de tolérance une intelligence collective au service de l'humanité, tout en ne fuyant ni la vie active dans la vie contemplative, ni inversement, mais faire alternativement route vers l'une et vers l'autre, être dans chacune d'elles et participer à toutes les deux. Vous avez parlé en début de notre entretien des tableaux. Alors, il y a dans votre ouvrage une série de tableaux qui semblent révéler un M mystique signifié par des signes de doigts. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, donniez quelques mots sur chacun de ces tableaux et les personnages les plus significatifs d'après vous. Tout d'abord, bien évidemment, deux personnages qui annoncent le siècle des Lumières, entendant faire de la raison le fondement de toute connaissance, mais surtout la base d'un déisme et d'une morale universelle. Tout d'abord, Sir Christopher Wren, qui le premier nous a interrogés sur la pose. Style académique, de peintre ou pose volontaire? Ou bien était-ce un message d'appartenance du peintre ou du portraituré à un mouvement philosophico-scientifique? Wren était l'incarnation d'un homme éclairé. Il a été un des fondateurs, comme on le sait, de la Royal Society, architecte prodigieux d'innombrables ouvrages, franc-maçon, membre de la très ancienne et vénérable confrérie spéculative des maçons libres et acceptés d'Angleterre, membre aussi de la Compagnie opérative libre de Londres, la Worshipful Company of Constructors, pardon. Et puis, c'est sur le phylactère, sous son blason, au musée d'histoire des sciences d'Oxford, qui est inscrit Pondere numero et Mansoura.
Je retiendrai évidemment aussi les portraits de Newton, auxquels il faut associer leurs peintres, Gottfried Kneller, James Thornhill et Thomas Murray. Les champs d'investigation des savoirs de ce savant nous a donné l'idée de ce qu'il y avait à rechercher dans ce qui reliait les autres tableaux. Sur un autre plan, qui est toutefois aussi intéressant, je retiendrai un portrait d'un jeune homme de Bronzino qui pourrait illustrer une objection à notre interprétation du geste. Fondateur de l'Académie du dessin de Florence, il a eu comme premier et Michel-Ange comme premier président. Il donne à penser implicitement que la pose des mains, que l'on retrouve sur plusieurs œuvres, en particulier sur l'allégorie du triomphe de Vénus, ne pourrait être malgré tout qu'un maniérisme. Mais choisir, c'est écarter. Or, c'est l'ensemble des tableaux qui est significatif. Et quel plaisir d'y avoir rassemblé Cervantes, Christophe Colomb, Durer, Botticelli, Michel-Ange, Kepler, Montaigne et même Louis XVI, pour ne citer que des personnages les plus connus. La connaissance spirituelle se retrouverait-elle dans les sciences modernes? Est-ce que quelque part, vous parlez dans votre ouvrage des champs morphiques et de la théorie du singe numéro 100, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la résonance des consciences? La connaissance spirituelle, entendue comme une appréhension directe, non conceptuelle du réel au-delà des apparences, n'est pas revendiquée par les sciences modernes à proprement parler, mais elle peut s'y refléter partiellement. Alors, les sciences physiques, quantiques, neurosciences, cosmologie décrivent des lois, des structures, des corrélations. Par exemple, la non-localité en mécanique quantique suggère que la réalité n'est pas strictement locale ou déterministe. Les neurosciences montrent que la conscience n'est pas réductible à la physionomie du cerveau. La cosmologie du Big Bang, des multivers, pose des questions sur l'origine ultime hors des champs empiriques. Hier, synchronicité, j'ai découvert que déjà en 1921, le polymathe Walter Russell, après un état d'illumination de 39 jours, affirma que tous les atomes aux galaxies étaient l'expression d'une unique énergie universelle prenant forme par la pensée et les vibrations. Ces idées sont perçues aujourd'hui comme un pont fascinant entre science, art et philosophie. L'univers en son essence et lumière prenant forme grâce au pouvoir de l'esprit. Cette idée est déjà dans le roman. Comme dans une réalité immersive, c'est l'artifice du potentiel du diamant associé à la pose particulière des deux bras qui déclenche un état de conscience modifié par la syntonisation des énergies et la dissolution de l'ego dans le grand tout. Une sorte Formidable. de, une sorte de psychotrope, pour ne pas dire un hallucinogène, menant à une élévation morale, un sentiment d'harmonie avec l'univers, une toute puissance de connaissance ou une extase mystique. Cet ouvrage est plein de ressorts, plein de surprises. On voit que des héros que l'on prenait pour des saints et des gens fantastiques, en fait, il y a des retournements de situation. On n'en parlera pas parce que ça fait partie du suspense. Mais il y a tellement d'issues différentes, de surprises différentes dans cet ouvrage que on se dit si l'ouvrage devenait un film, quelle serait son identité? Est-ce que ce serait une quête ésotérique? Est-ce que ce serait un thriller? Est-ce que ce serait une enquête historique et alchimique? Est-ce que ce serait un complot de l'humanité, des sociétés de sages, hors espace et hors temps? Est-ce que ce serait presque de la science-fiction? Ben, d'abord, ça serait tout ça en même temps. Et j'espère que les lecteurs s'en feront un film mental. Ce serait quelque chose à visionner comme un thriller ésotérique, sur fond d'enquête, à travers l'Europe, explorant l'art, les symboles, des énigmes ludiques, le pouvoir du savoir et la lutte entre lumière et obscurantisme. Bravo pour cet ouvrage.
qui est, à mon avis, sinon le livre de l'année, du moins le film de l'année.